Bonjour chers amis et camarades. Donc on va commencer ce débat sur l'Asie. Alors je vais présenter un petit peu pourquoi est-ce qu'on a décidé un débat sur l'Asie. Ensuite je passerai la parole à mes camarades représentant l'Indonésie et les Philippines. Alors il faut savoir évidemment que cette année c'est le 60e anniversaire de la conférence de Bandung. Donc évidemment, on ne pouvait pas faire un débat, organiser des débats à la fête de l'UMA sans mentionner cet anniversaire qui est absolument crucial et qui n'est évidemment pas par hasard un événement qui s'est passé en Asie, puisque au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est pendant très longtemps l'Asie qui est le point central d'affrontement entre l'impérialisme et les peuples coloniaux qui se libèrent successivement, la Chine, la Corée, le Vietnam. Et tout cela évidemment explique pourquoi aujourd'hui l'impérialisme hésite à affronter frontalement Chine, Corée, Vietnam, etc. et a préféré se replier sur des régions du monde avec des régimes particulièrement corrompus, les pays arabes, l'Ukraine, etc. où là il peut affronter directement, militairement la situation. Ce qui ne veut pas dire que l'Asie a cessé d'être importante, tout au contraire, sauf que l'impérialisme n'ose pas affronter frontalement les pays qu'il menace et qu'il cible, mais qui, comme on le sait, ont su résister. Donc ça, c'est évidemment un aspect essentiel. Alors, que la ligne de front, si je peux dire, entre l'impérialisme américain et ses alliés occidentaux et des pays comme la Chine ou d'autres pays d'Asie reste importante. C'est un aspect des choses sur lequel on va revenir. On doit aussi rappeler évidemment la situation de deux pays asiatiques qui sont restés, si je peux dire, ou dans une large mesure dans le camp occidental, au prix d'ailleurs de drames fondamentaux. Si l'Indonésie a donné la conférence de Bandung en 1955 et donc était un des pays phares du non-alignement, c'est parce que il y avait à l'époque en Indonésie ce qu'on appelait le NASACOM, c'est-à-dire une coalition entre communistes nationalistes anti-impérialistes qui affrontaient les pays impérialistes. 10 ans plus tard, évidemment, je rappelle, c'est le drame. L'impérialisme a préparé, et je dis bien l'impérialisme parce que le coup d'État qui a eu lieu en Indonésie en 1965 et qui va aboutir à l'extermination de 1 million à 2 millions d'Indonésiens accusés à juste titre ou à tort d'être communistes. Ce massacre a été préparé par les ambassades des États-Unis et de Grande-Bretagne qui ont communiqué aux militaires indonésiens la liste d'un certain nombre de personnes à exécuter et à arrêter immédiatement. Donc on a vraiment un massacre organisé de Washington et de Londres par le biais, évidemment, comme c'est l'habitude de l'impérialisme, de sous-fifres locaux qui ont cru bien faire, entre guillemets, en se soumettant aux maîtres. Et donc on a eu cette horreur dont vous remarquerez que les pays qui se présentent aujourd'hui comme les chantres des droits de l'homme ne parlent pratiquement jamais. Qui aujourd'hui sait le nombre de victimes des massacres de 1965 en Indonésie. Là pour le coup c'est le 50e anniversaire de ces massacres. Mais là aussi, il nous apparaissait absolument nécessaire de rappeler ce que la presse bourgeoise et la presse impérialiste et les médias plus largement ne veulent pas mentionner. Donc l'Indonésie évidemment est dans une situation dramatique depuis cette période, même si le peuple indonésien s'est soulevé à plusieurs reprises et continue d'ailleurs de se soulever, puisque récemment on a eu encore des émeutes et des grèves paysannes qui montrent bien que le peuple continue à exister, mais évidemment les organisations qui avaient fait de l'Indonésie le pays qui avait le 3e parti communiste au monde en termes de membres en 1965, bien sûr on en est évidemment très loin. Donc voilà pour l'Indonésie, qui est finalement un pays de la ligne de front de l'impérialisme avec les pays asiatiques que l'impérialisme cible. Et puis le deuxième pays clé, juste à côté de l'Indonésie, voisinant avec l'Indonésie, ce sont les Philippines, qui, comme vous le savez,
était une colonie américaine et de fait c'est une semi-colonie, je pense qu'on peut dire. Aujourd'hui, les Américains ne se sont jamais retirés des Philippines. Les bases armées, les bases militaires d'occupation, il faut appeler les choses par leur nom, les bases militaires d'occupation américaines sont toujours là. Les régimes successifs au pouvoir sont notoirement corrompus et alignés sur Washington, mais pour autant le peuple philippin qui a courageusement combattu d'abord le colonialisme espagnol, puis l'impérialisme américain, puis les agresseurs japonais, puis à nouveau l'impérialisme américain, continue de se battre. Et là encore, c'est la même chose. Qui aujourd'hui, dans la presse bourgeoise, dans la presse impérialiste, vous disent qu'il y a des régions des Philippines qui sont aux mains de partisans de la guérilla du Parti communiste philippin, que nous avons donc affaire en Philippines à un réel mouvement révolutionnaire, un des plus importants mouvements de guérilla, je pense, dans le monde actuel. Mais c'est évidemment totalement passé sous silence, parce que le camarade me corrigera si je me trompe, mais les estimations que j'ai, c'est que 20% du territoire philippin et 24%, un quart, donc 25% du territoire philippin est aux mains des insurgés, des révolutionnaires. Ce qui est quand même considérable pour un pays qui abrite des bases militaires américaines. Donc il faut savoir que l'Indonésie n'est pas morte, il faut savoir que les Philippines luttent, et je pense que c'est très important d'être conscient que l'Asie reste un continent clé pour l'impérialisme, même s'il y avance plus, entre guillemets, prudemment qu'au Moyen-Orient, en Afrique ou en Ukraine, il n'en reste pas moins que c'est la cible essentielle de l'impérialisme. Et on a parlé déjà ce matin que, bien sûr, que derrière le monde arabe, derrière la Palestine, derrière la Russie, la cible essentielle, c'est la Chine. Et c'est cette préparation qui fait que la situation en Asie est importante, et en particulier dans les deux pays qui sont placés, comme je vous le disais, à la jonction entre le camp américain et les pays qui échappent à la domination américaine. Alors sans tarder, je vais donner la parole à nos invités, en commençant à tout seigneur, tout honneur par l'Indonésie, puisque c'est l'Indonésie qui est le pays de Bandung. Et donc on commence par le pays de Bandung, la situation en Indonésie. On a deux camarades indonésiens qui vont nous parler de la situation, de l'histoire du mouvement révolutionnaire en Indonésie et de la situation actuelle en Indonésie. Puis ensuite on passera la parole ensuite aux camarades du comité de solidarité avec la révolution philippine pour nous parler de la situation aux Philippines. Et ensuite la salle aura tout loisir de poser les questions pour savoir un peu mieux ce qui se passe dans cette partie du monde clé. Voilà. Donc maintenant, je passe la parole à Iba, qui est notre camarade indonésienne, et qui est, indépendamment du fait qu'elle est une fille d'un des principaux dirigeants du Parti communiste indonésien qui a été exécuté lors des événements de 1965, qui est aussi celle qui est en charge de la cuisine que nous avons, comme quoi il n'y a pas de petit boulot, c'est pas parce qu'on est un grand révolutionnaire qu'on ne s'occupe pas de tâches très entre guillemets terre à terre. Et je dirais c'est parce qu'on est un grand révolutionnaire qu'on est aussi capable de se plonger dans la production. Voilà. Bonjour les camarades, les amis. Premièrement, merci d'être venus. Bon, je parle un petit peu de Bandung parce que Bandung, finalement, c'est pas 60e, c'est 70e anniversaire. Et le génocide, c'était 60e anniversaire. Parce que Bandung, c'est en 55, donc 70e anniversaire. Mais ce qui est intéressant, Bandung à 55, à l'époque, l'Indonésie a eu l'indépendance en 1945 et était reconnue comme indépendante par les Hollandais et par les autres pays impérialistes en 1949. Et 6 ans après, l'Indonésie a pu organiser cette conférence. C'est ça, l'Indonésie, c'est un pays qui on ne peut pas prévoir très bien.
il y a toujours quelque chose qui se passe, on ne connaît pas pourquoi, et soudain, et là, Sukarno est devenu une grande star, on peut dire, dans le milieu de anti-impérialiste, anti-colonialiste. Et après 65, il y a un grand mouvement anticoloniste et ils ont fait plusieurs rencontres. Et après, on a fait aussi le jeu NEFO. NEFO, c'est New Emergence Forces. Le pays de, comment on dit en français, NEFO. NEFO, c'est New Emergence. Les nouveaux pays émergents. Voilà, nouveaux pays émergents, le jeu de nouveaux pays émergents. Et après, on voulait faire conférence de nouveaux pays émergents à 65. On a fait, mais déjà, la situation a beaucoup changé. Pourquoi la situation a beaucoup changé? Parce que les États-Unis n'ont jamais entendu qu'un pays qui vient d'être décolonisé peut, par exemple, contre eux dans le sens, même quand les États-Unis ne voulaient pas aider l'Indonésie, tout ça, Sukarno a dit « Go to hell !» Allez-vous en enfer. Oh, oui, c'est un pays qui est tout petit, qui vient de naître. Dire ça, c'est vraiment, c'est incroyable. De certaines, certaines zones, c'est trop. Mais les anticolonialistes, les anti-impérialistes disent c'est bravo, c'est bien comme ça. Et puis, quand les Anglais voulaient faire Fédération Malaisie, ils se carrément de ferme, non, contre la Fédération Malaisie, parce que la Fédération Malaisie, c'est juste devant la porte d'Indonésie. Donc on a commencé à lutter contre ça. Et pour punir l'attitude de Sukarno, en 1957, il y avait sous la rébellion de l'armée, mais qui derrière c'était les États-Unis, parce qu'après on a pu abattre l'avion qui était conduit par un officier de CIA. Donc c'est derrière, c'est sûr, c'était CIA. Et aussi dirigé par quelqu'un qui s'avère après devenu le père du président actuel. Le père président actuel, c'est Prabowo. Son père était... Sumitra Djohadikusumo, qui était anti-Sukarno, pro-américain. Et donc, les capitalistes, ils ne peuvent pas supporter Sukarno, surtout parce que l'Indonésie, c'était un pays très riche. Il y a du pétrole, beaucoup, et même Total, qui aussi a pu exploiter le pétrole indonésien. Il y a les Américains, surtout, comment ça s'appelle, Shell, etc. Et puis, il y a toutes les tables minérales, il y en a en Indonésie. Nickel, cobalt, nickel, apa lagi? Itu uranium, apa tadi? Thorium, uranium, solodium, radium. Oui, tout. D'abord, ils ont coupé tous les forêts. Il y a eu une déforestation très massive. Kalimantan, normalement, c'est une jungle. Et maintenant, il n'y a que déforestation, il y a aussi huile à palme. Palme à huile, pardon. Palme à huile. Et après, ils sont rentrés dans le sol, sous-sol. Et donc, c'est pour ça que les impérialistes, ils ne veulent pas lâcher l'Indonésie. Le premier mois, quand Suharto est devenu président, il y avait une réunion, ils disent, voilà ce que je veux. Les investisseurs étrangers, ils pillent tout en Indonésie. Donc, c'est pour ça, ça explique aussi pourquoi c'était
grande comment ça s'appelle, extermination du communisme. En plus, le Parti communiste, qui était très jeune, avec les jeunes dirigeants, a fait des fautes aussi. Je peux raconter ici ma rencontre avec Joma, José Maria Sisson, qui était étudiant à l'époque, à 60, les années 60. Il est venu en Indonésie. Il était emprisonné par le front entre Sukarno et le PKI. PKI, c'est le Parti communiste indonésien, le Parti communiste indonésie. Il a pris ça comme une leçon pour qu'en Philippines, on aussi crée. Maintenant, c'est. Comment ça s'appelle le front en Philippines, comment le front le Front National Démocratique. Mais, au contraire de PKI, PKI a tellement cru en Sukarno, il n'a pas créé sa force militaire. Tandis qu'en Philippines, ils ont créé les forces militaires. Ça, c'est le plus. C'est pour ça que l'Indonésie a été anéantie, le communisme a été anéanti en Indonésie. Pourtant, il y a des militaires qui étaient prêts pour lutter contre Suharto. Mais bon, ça c'est notre problème complètement. Maintenant, je reviens à Bandung. Du coup, après 65, l'Indonésie, qui était très anticolonialiste, anti-impérialiste et anti-américain évidemment, est devenu complètement à l'inverse de ce qu'il était avec Suharto. C'est-à-dire, il est devenu un pays qui ouvre toutes ses richesses aux investisseurs étrangers, politiquement et militairement, et suit les impérialistes. Et on voit ça dans normalement on doit commémorer 70e anniversaire de Bandung, et Yaya, il peut raconter comment ils ont traité nos amis, comment ils ont, quand ils disent il faut commémorer, ils veulent rien savoir, c'est-à-dire le gouvernement. Voilà. Pada peringatan tahun lalu, harusnya 70 tahun atau tahun ini bulan April, itu di Indonesia sama sekali tidak ada peringatan konferensi Asia Afrika. Dan itu karena sewaktu bulan April juga Prabowo banyak pergi ke luar negeri mencari hutang dan membeli banyak senjata, diantaranya dari Perancis. Depuis l'année dernière, on a parlé, l'année prochaine, c'est-à-dire cette année, on aura 70e anniversaire de Bandung, on doit commémorer, on doit faire plein de choses, mais pas un mot sur le 70e anniversaire. Il n'y a aucune préparation. Par contre, Prabowo, dès qu'il est devenu président, il est parti partout, dans tous les pays, entre autres, il a passé par la France, pour demander l'argent, pour que les étrangers investissent en Indonésie. Bahwa gubernur di Jawa Barat, di tempat di mana Bandung berada, itu seperti mengalihkan perhatian bahwa peringatan konferensi Asia Afrika tidak penting. Dia menjadi gubernurnya sendiri, menjadi orang yang populer, tetapi untuk kepentingannya sendiri. Deddy Mulyadi, le gouverneur de Jawa Ouest, c'est-à-dire où se trouve Bandung, comme la première ville de Jawa Ouest. Lui, il dit toujours
Oh, Bandung, c'est la conférence de Bandung, c'est pas très. Il y a rien important di cette conférence. Terus? Tidak seperti 10 tahun yang lalu, peringatan berapa? 10 tahun? Tahun 60. Jadi ketika tahun 15 ada peringatan besar-besaran untuk konferensi Amerika Serikat, dan pada saat itu juga pertama sekali Indonesia membuka hubungan diplomatik ekonomi dengan China. C'est à l'inverse ce qui se passait en 1900, non, il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, il y avait un grand fête, grand événement sur Bandung. Et pour la première fois, on a fêté aussi la relation diplomatique avec la Chine qui était rompue à 1965. Pada saat itu bersamaan dengan bahwa World Bank atau IMF itu mau mengatur Indonesia, mengatur hutang Indonesia persis seperti zaman Soeharto. Tetapi oleh Menteri Keuangan waktu itu, Rizal Ramli, dengan Presiden Jokowi, kemudian menolak cara-cara World Bank dan IMF untuk mengatur Indonesia sedemikian berupa dengan hutang yang diperolehnya. Kalau World Bank kemudian masih mau memaksa untuk melakukan tindakan-tindakan atau tekanan dari mereka untuk syarat-syarat hutangnya, maka Indonesia mengancam untuk mengambil hutang 100% dari China. Pardon, à l'époque, il y a 10 ans, la Banque mondiale et FMI, voilà. Banque mondiale et FMI, ils voulaient rééchelonner les dettes indonésiennes à la Soeharto, à l'époque de Soeharto. Rizal Ramli, qui était notre camarade, qui était ministre de l'économie, il a dit non, on ne veut pas que vous fassiez comme avant. Le temps a changé, mais si vous forcez à rééchelonner, on va prendre la dette 100% avec, on va prendre chez les Chinois. Kemudian World Bank menimbang karena tawaran untuk itu, makanya kemudian World Bank menghutang separuh-separuh dengan China, memberi hutang separuh. Enggak, dari China memberi separuh. Donc après, ils ont réfléchi quand même, la Banque mondiale, mais bon, ok, on va faire 50%, 50-50. C'est-à-dire vous prenez 50% de dette avec la Chine et nous vous donnons 50%. Tetapi kemudian Rizal Ramli diganti di tahun 18 dan kemudian dimasukkan seorang direktur World Bank sebagai Menteri Keuangan. Dan mulai saat itu Indonesia sama sekali menghutang sebanyak-banyaknya dari World Bank. Mais après Soeharto a légué Rizal Ramli et du coup il a pris comme ministre de Finances, c'est l'ancien chef de la Banque mondiale, une femme, Mulyani, et depuis là il prend les dettes que avec la Banque mondiale. Sekarang ini anak-anak muda mulai sadar tentang perlunya berpikir alternatif, terutama berpikir tentang kerakyatan atau sosialisme. Mereka kemudian mulai mempelajari peristiwa 65. Mereka banyak berkumpul, banyak diskusi dan membaca. Meskipun pada tahun 94 sebetulnya sudah pernah berdiri Partai Rakyat Demokratik dari anak-anak muda. Tetapi pemimpinnya sekarang ini yang kemudian diculik oleh
Jenderal Prabowo itu sekarang ditempatkan sebagai wakil menteri di pemerintahan Prabowo sekarang. Bon, le processus est quand même dialectique, compliqué et oui, le processus est dialectique parce que ils ont essayé de mettre par exemple Sri Mulyani comme directeur et comme ministre de finances. Mais les autres commencent à réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, qui cherchent les réponses. Pourquoi c'est comme ça et que doit-on faire? Et il y a plusieurs aussi essayé de créer un parti vraiment de gauche. Il y a par exemple en 1994, il y avait PRD, Parti Rakyat Démocrate, le Parti du Peuple Démocratique, le Parti démocratique du peuple, qui était bien, qui est très courageux, mais encore une fois, le processus n'est pas simple. Le président de ce parti, Budiman Sujatmiko, maintenant, il est acheté, on peut dire, il est devenu oui, on a donné un poste comme ministre de vice-ministre de propagande, vice-ministre pour les droits de l'homme, etc. On a acheté quoi. Et plusieurs aussi dirigeants, les nouveaux dirigeants, les jeunes dirigeants étaient achetés. Mais malgré tout ça, il y a toujours des gens, des autres qui cherchent. Et aussi, bahwa yang kemudian aneh di pemerintahan Prabowo adalah di bulan Mei tahun lalu di peringatan Hari Buruh Sedunia, dia mengajak para buruh berkumpul di depan istana, di lapangan besar di depan istana, dan mereka menyanyikan bersama-sama lagu Internasionale. Dan bahwa pada saat sebelumnya itu pemerintah sebelumnya ada terjadi pemecatan buruh sebanyak lebih dari 400.000 buruh kehilangan pekerjaan di pemerintahan Jokowi dan di awal pemerintahan. Oui. Je dis encore pourquoi c'est très compliqué. Parce que, par exemple, un exemple, les dernières années où l'ancien président, avant Prabowo Jokowi, l'ancien président, les dernières années, il y avait 400.000 ouvriers qui étaient licenciés. Et cette année, pendant le 1er mai, Prabowo a invité des ouvriers pour fêter le 1er mai et pour chanter international. Donc, c'est très ambigu, il cherche de se valoriser devant les ouvriers, quoi. Mulai terakhir kemarin terjadi juga demonstrasi di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia, karena anggota-anggota parlemen mendapatkan peningkatan gaji 3 juta sehari dan juga mendapatkan jatah 50 juta untuk rumah mereka setiap bulan. Dan rakyat marah karena ratusan ribu buruh dipecat dan rakyat kesulitan di dalam ekonomi. Nah, di demo itu kemudian terjadi tindakan kekerasan oleh polisi yang menyebabkan ada 9 orang mati, dan kemudian
rakyat hampir di seluruh Indonesia marah dan membakari semua stasiun polisi di kota-kota besar. Yang ditangkap 1.000 orang. Ya. Oui. Et maintenant, vous voyez à la télé, par exemple, il y a beaucoup de manifestations et surtout, ce qui est intéressant, c'est partout. C'est pas seulement à Jakarta, mais partout, dans toutes les îles, même dans les villages qui sont très très éloignés de l'île. Pourquoi? Parce que le gouvernement a annoncé qu'ils vont augmenter le salaire de représentants au Parlement. Pourtant, par jour, on peut compter par jour, ils reçoivent déjà 3 millions. 3 millions, c'est presque un salaire d'un ouvrier à mois. Ça, c'est par jour. Plus, il y a des autres avantages. Par exemple, on a pour la location pour la maison 50 millions. Et ça se passe dans une situation que les gens, il y a beaucoup de licenciements et les gens vivent très difficilement. C'est pour ça qu'il y a très grande colère de la part de la population. Je vais rajouter un petit peu. Oui, on est très en difficulté dans le sens où il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'organisation, mais chaque personne qui réfléchit, il essaie de faire de sa façon. Par exemple, il y a beaucoup de émeutes, de protestations à propos de problèmes agraires, de conflits agraires. Et maintenant, dans tous les villages côtiers, il y a des organisations qui enveloppent toutes les organisations de pêcheurs et de paysans dans tous les villages côtiers de Sumatra, de côté ouest jusqu'à côté est. Donc, quand même la lutte demande réunification. Et aussi la lutte contre le Parlement, là, il y a beaucoup de revendications. Et finalement, ils ont trouvé 17 revendications qu'on doit être tout de suite. Et 8 organisations, c'est à long terme. 17 et 8, ça veut dire 17 août. 17 août, c'est le jour de l'indépendance de l'Indonésie. Donc, on voit quand même qu'il y a un processus, la lutte qui réunit les gens et finalement ça analyse les énergies des gens. Mais espérons quand même on aura une partie le jour. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. On pourra d'ailleurs poser des questions pour, disons, compléter ce qui a été dit. Et maintenant, bon, on a une situation complètement différente aux Philippines, puisqu'aux Philippines, on n'a pas eu de gouvernement non aligné après la guerre, on n'a pas eu de véritable indépendance nationale. En revanche, on a une lutte révolutionnaire et un parti qui existe toujours avec des organisations de masse. Et donc, maintenant, on va demander on donne la parole au représentant du comité de solidarité avec la révolution philippine. Merci Bruno, merci à l'invitation. Est-ce que tout le monde entend bien déjà? Ouais. Ok, parfait. Je vais être un peu plus laconique. J'avoue que j'ai préparé un peu moins de matériel, mais bon, on pourra approfondir tout ça durant les questions. Je vais devoir lire un peu mon texte aussi parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de le préparer. Voilà, j'espère que ça ira quand même. Donc, nous aux Philippines, donc moi je me présente, déjà je suis Marceau Mendy, je suis représentant pour le comité de soutien à la révolution aux Philippines. On a notre petit stand qui est là-bas, donc n'hésitez pas à aller faire un tour après, voilà, ce sera avec plaisir de vous accueillir et discuter. Donc je viens ici pour du coup vous parler de l'héritage plutôt de la conférence de Bandung et la conférence de Bandung dans l'actualité des luttes aux Philippines et la nécessité de réaffirmer l'internationalisme, la lutte et la solidarité entre les peuples. Évidemment le combat qui a eu lieu en Indonésie contre les réactionnaires, contre les fascistes,
il va de pair avec le combat que nos camarades philippins mènent actuellement. Donc du coup, moi, la question à laquelle je vais essayer de répondre, et en fait la question à laquelle les Philippins essaient de répondre plutôt, c'est dans quelle mesure les camarades philippins ont su maintenir une ligne révolutionnaire, et encore aujourd'hui, face à la montée en puissance de l'impérialisme chinois d'un côté, et dans la zone des Philippines et de la mer de Chine méridionale, etc., enfin de la mer de Chine, etc. Et puis la volonté toujours aussi ferme de l'impérialisme, des impérialismes occidentaux, d'endiguer la puissance chinoise et puis de garder leur précaré aux Philippines. D'abord, c'est une réponse face à un État réactionnaire. Évidemment, les impérialistes, ils ont placé leurs pions, ils ont toujours cherché à conserver leurs acquis, et pour ça, ils ont placé des gouvernements réactionnaires, des gouvernements fascistes depuis le début. On a eu, donc, effectivement, comme rappelait Bruno, le colonialisme espagnol, dont le peuple philippin a su se débarrasser à la fin du 19e siècle. Puis au début du 20e siècle, les Philippines sont devenues, à l'accord de Paris, un accord qui a été signé en France, sont devenues une colonie américaine. Ils ont lutté ensuite contre les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale, et puis c'est redevenu un protectorat américain, etc. Donc les Américains, depuis tout le XXe siècle, ont toujours eu un grand intérêt aux Philippines, pour les ressources, pour la place stratégique des Philippines, les nombreuses ressources qui s'y trouvent. Et donc, il y a toujours eu un passé révolutionnaire, antifasciste, communiste aux Philippines. Le mouvement philippin, dès ses débuts, le mouvement philippin contemporain a connu dès ses débuts des politiques réactionnaires, des politiques de répression intenses. À peine quelques années après la fondation du Parti communiste, la fondation de la nouvelle armée populaire, le réactionnaire Ferdinand Marcos déclarait en 1973 la loi martiale. Cette loi, elle a été à l'origine de milliers et dizaines de milliers de morts. Et aujourd'hui encore, le président actuel des Philippines, c'est le fils même de ce génocidaire, de ce réactionnaire. Donc on voit que finalement, cette histoire des luttes, cette résistance, elle s'est incarnée dans le temps, et encore aujourd'hui, les camarades portent cet héritage de la conférence de Bandung, portent cet héritage d'une lutte contre les répressions fascistes et réactionnaires. Donc le président, le dernier président, on va dire, avec une politique génocidaire et ultra répressive, c'était le président Duterte, Rodrigo Duterte, qui était l'ancien maire de la ville de Davao. Donc il était un maire assez populaire, il était connu pour sa proximité avec le peuple, et il a formé toute sa campagne en 2016 pour en gros dire que il était ancien élève de José María Sison, donc le fondateur du Parti communiste. Il voulait s'engager dans des processus de discussion avec la nouvelle armée populaire et avec le Parti communiste. Il a même laissé un bureau à Manille pour le Front National Démocratique, donc la capitale des Philippines. Il disait avoir une certaine sympathie pour le mouvement révolutionnaire, et il n'avait pas de souci avec l'idée d'engager le dialogue avec la nouvelle armée populaire. Tout ça, c'était l'idée de base ce pourquoi il était élu. Donc les gens comptaient sur lui, pour avoir un peu plus de paix, pour que les zones qui étaient contrôlées par le gouvernement ou par le contre-gouvernement, par les communistes, finalement puissent trouver des accords. Et c'est sur cette paix sociale qu'il a été élu. Cette élection, en fait, elle a été à double tranchant, puisque du coup, aujourd'hui, on connaît le bilan. Le gouvernement lui-même parle, il me semble, de chiffres style 10 000 morts, quelque chose comme ça. Les Philippins parlent plutôt de 60, voire 100 000 morts. Et donc, dans une guerre qui a été dite guerre contre la drogue, qui a été en fait l'occasion de ce qu'on appelle du red tagging, c'est-à-dire dire qu'un tel est un communiste, donc s'en servir pour aller le tuer, sans aucun soupçon de s'il était communiste ou pas. Et cette violence inouïe, en fait, malgré tout, elle a laissé une place au tout début, comme je vous l'ai dit, avec cet aspect un peu populaire et populiste de Duterte. Elle a laissé une petite marge d'ouverture au gouvernement, au Front National Démocratique et au Parti communiste philippin, pour engager des accords de paix avec Duterte. Le Parti communiste a toujours été réaliste vis-à-vis de Duterte. Ils savaient très bien, et depuis le début, leur idée de base, c'était pas d'élection, la solution c'est la révolution. Mais malgré tout, faire la paix, ça permettait quand même de se laisser un petit peu de répit. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Malgré la loi de la guerre contre la drogue qui a été appliquée à peu près à la fin de l'année, dès la fin de l'année 2016,
il y a quand même eu quelques mois où ils ont eu ce temps d'ouverture avec des congrès pour les accords de paix. Et ces accords de paix, ils ont également permis, du coup, comme je vous ai dit, d'ouvrir un bureau du Front National Démocratique à Manille, ce qui a été l'occasion de faire de l'agitation populaire dans les villes, ce qui était très bien. Et puis, ça a été aussi l'occasion d'organiser un premier congrès. Et donc, c'est un peu le thème central de cette présentation. C'est les congrès et les mouvements de rectification qui ont eu lieu aux Philippines et qui, aujourd'hui, sont les avancements principaux théoriques et militaires qui vont, on l'espère, nous faire gagner. En fait, c'était le second congrès depuis la fondation du Parti communiste philippin qui a eu lieu. Et donc c'est un événement qui est majeur, puisque c'est un événement qui a permis d'appliquer des nouvelles décisions, d'officialiser d'anciennes décisions, comme on va voir, et de permettre également de formuler des analyses critiques sur la situation matérielle et les avancements de la révolution. Donc du coup on peut distinguer plusieurs éléments qui ont été apportés par le Congrès. Premièrement, ça a été l'officialisation de questions qui avaient déjà été avancées en termes officieux dans les organisations. Par exemple, on peut citer la présence de corps armés composés uniquement de personnes LGBTQ+, qui a été traitée par le comité central du parti. Même si c'était déjà le cas et qu'il y en avait déjà dans la nouvelle armée populaire, ça a été officialisé et institué dans la Constitution. Ça existe depuis les années 90. On a également eu la réélection du comité central du Parti communiste, qui a été élu sur le modèle du comité central du Parti communiste chinois durant la révolution culturelle. Donc ce qu'on appelle le modèle 3 en 1, qui est un modèle qui permet plus de jeunes, de faire rentrer plus de jeunes dans le comité central et des gens moins expérimentés, des cadres moins expérimentés. Et donc l'idée c'est que tout le monde puisse profiter de ces expériences justement. Donc ça a été les choses un peu classiques qu'on peut faire dans un congrès. Mais l'élément principal, ça a été surtout des analyses nouvelles sur les conditions matérielles des avancements de la révolution aux Philippines. Notamment sur la question tactique et la question stratégique. Donc, on a eu l'investissement des camarades dans les villes, comme on l'a dit, au travers des bureaux qui avaient pu être installés à Manille principalement, mais aussi dans des grandes villes. Mais aussi, on a eu l'analyse, par exemple, de plusieurs erreurs qui avaient pu être cause de, entre guillemets, la lenteur qui est parfois reprochée à la guerre populaire prolongée philippine. Et donc, cette principale erreur, elle a été trouvée dans ce qu'on appelle le conservatisme militaire. En fait, depuis 10 ans, le second congrès a mis en place ce qu'on appelait le troisième mouvement de grande rectification. Ce troisième mouvement de grande rectification, ça a été la source d'une grande enquête nationale, puisque les Philippins fonctionnent comme ça, comme tout bon maoïste, voilà, on fait de l'enquête. Donc on mène l'enquête partout dans le pays. Le but, ça a été de récolter les informations et les analyser d'un point de vue de classe, d'un point de vue critique, et du coup de faire un apport idéologique. Donc on a compris que militairement il n'y avait pas de souci, tout se passait bien, mais que par contre c'était le problème, c'était le conservatisme. Ce conservatisme en fait il prend sa place, selon les Philippins, dans le subjectivisme, qui est un manque de lien entre la pratique et la théorie. On pourra en reparler effectivement pendant les questions si voilà. Mais il y a eu un souci entre, dans le lien entre théorique et pratique, et donc parfois une approche trop empirique, ou à l'inverse une approche trop théorique, on s'assoit dans des grandes idées et puis finalement on n'applique rien. Et donc la décision pour contrer ça a été une meilleure formation idéologique, la volonté d'ouvrir des nouveaux fronts dans des îles par exemple qui jusqu'à maintenant n'avaient jamais été ouvertes, ou encore effectivement l'analyse de classe, la critique, l'autocritique. Voilà. Donc ces erreurs effectivement elles ont été identifiées et corrigées par le troisième mouvement de grande rectification. Aujourd'hui, l'une des principales armes en fait qui met en place cette lutte contre le subjectivisme, c'est par ce qu'on appelle l'école populaire, le PADEPA, qui est en gros un diplôme et une formation et d'éducation idéologique et théorique qui permet justement d'avoir une meilleure approche sur la critique, l'autocritique, etc. et le comportement militant, etc. Et justement, ça a permis de corriger un peu ces erreurs-là. Donc finalement, l'actualité concrète de nos luttes, elle nous pousse quand même à relativiser nos victoires. En effet, on a eu 56 ans de lutte, on a eu de grandes victoires. Aujourd'hui, un quart du pays, selon la CIA, donc selon les chiffres de la police, on va dire, il est contrôlé par le gouvernement, par les communistes. Et puis un tiers du pays, selon les communistes eux-mêmes, donc c'est les chiffres de la CGT, les chiffres de la police, on peut dire qu'il y a 28-29% en tout cas des Philippines qui sont contrôlées
par le gouvernement national démocratique. Donc, même si effectivement c'est une grande victoire, malgré tout, il faut la nuancer. On n'en est pas encore à la victoire justement. On en a encore à une phase qui est dite de défensive stratégique. Les forces ne sont pas encore assez puissantes pour combattre les chiens des impérialistes américains, pour combattre le gouvernement réactionnaire de front directement. Pour l'instant, on en est encore à une phase de guérilla. Et ça ne saurait tarder, vu les avancements en 10 ans du parti, que cette phase approche. Mais malheureusement, cette lutte idéologique et cette lutte militaire, évidemment, elle est à prendre dans le contexte actuel, dans le contexte géopolitique actuel mondial. Évidemment, du coup, on va voir dans cette un peu deuxième partie le contexte de lutte de lutte inter-impérialiste, des luttes de l'impérialisme au cœur des enjeux révolutionnaires. En fait, au stade de pourrissement de l'impérialisme, les conflits inter-impérialistes sont les Philippins, mais en vrai, objectivement, pour tout le monde, on peut dire que les conflits inter-impérialistes sont déterminants dans les grands avancements de la révolution, puisque aujourd'hui on voit bien par exemple que le combat que mène Israël contre les nations arabes, ou encore, on peut parler du conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est des conflits qui sont déterminants dans la lutte des peuples. Et les Philippins aujourd'hui ne souhaitent pas par exemple établir de calendrier de victoire, parce qu'ils savent très bien que un grand bouleversement, comme par exemple je sais pas, une invasion de Taïwan, ou des choses qui sont en fait possibles chaque jour, eh bien, serait complètement un bouleversement pour eux à l'échelle nationale, à l'échelle de la lutte révolutionnaire. Et effectivement, ça revient à analyser la position des Philippines. Les Philippines, c'est une position stratégique, évidemment, c'est pas pour rien que les Chinois veulent l'acquérir et que les Américains en font leur précaré. C'est parce que justement, les Philippines sont au cœur des revendications chinoises en mer de Chine orientale, j'ai plus. Au cœur également de la stratégie du collier de perles, qui est une stratégie d'avancement et tout, voilà, de la Chine. Elle est évidemment très proche de Taïwan. Et les Philippines, ça a toujours été utilisé par les Américains. Donc on parlait tout à l'heure avec Bruno des avant-postes militaires américains. C'est, il me semble, le deuxième pays avec le plus d'avant-postes militaires américains. C'était ce qui a été utilisé comme camp de base pour, par exemple, le Vietnam, etc. La guerre de Corée. C'est toujours là que les Américains se planquaient pour aller attaquer les peuples. Donc effectivement, on voit que c'est un enjeu qui est crucial pour les Américains, et les présidents en ont d'ailleurs un petit peu joué, puisque Duterte lui-même a été le premier un peu à avoir voulu faire la cour aux Chinois, et rapidement il a été rappelé à la réalité. Aujourd'hui, Marcos Junior, donc le président actuel, c'est peut-être l'un de ceux qui invite le plus les Américains, et voilà, qui est le plus soumis. Donc finalement, voilà, on peut dire que la lutte inter-impérialiste, les luttes inter-impérialistes, et nous en tant que militants au cœur des centres impérialistes, finalement on est déterminants aussi dans la lutte philippine, puisqu'on voit que pour l'avancement du combat révolutionnaire de nos camarades, finalement les bouleversements qui pourraient avoir lieu entre les impérialistes sont déterminants pour leur propre lutte. Donc finalement, réaffirmer l'héritage de Bandung, comme on a dit, c'est réaffirmer la solidarité internationale, c'est réaffirmer la solidarité et la lutte des peuples. Nous, nos camarades aux Philippines, ils mènent une lutte sans merci contre le fascisme, contre les réactionnaires et contre le capitalisme bureaucratique et leurs chiens. Donc nous devons réaffirmer l'héritage de Bandung, un héritage de solidarité, un héritage d'internationalisme. Nos camarades, ils ont appelé à la création de comités de soutien, c'est exactement dans ce dans quoi on s'inscrit. On n'est pas en indépendance, on n'est pas en autonomie, on est complètement dépendant d'eux, et notre but c'est vraiment de répondre à ce dont ils ont besoin. On s'inscrit dans le plan général d'action du Front National Démocratique. Ils ont établi des listes, ils ont établi des calendriers auxquels nous on doit répondre. Donc on fait pas un travail qui est hors sol, on fait un travail qui au contraire est complètement inscrit dans leur lutte et qui les aide au quotidien en fait. Donc finalement, à l'approche de l'équilibre stratégique, et grâce à ces grandes avancées, puisqu'on voit que la révolution avance de plus en plus vite, des fronts s'ouvrent de tous les jours, des camarades ont des victoires tous les jours, des fascistes sont abattus tous les jours, et bien face à ces avancées, malgré tout, on sait que les réactionnaires ils seront jamais loin, et qu'ils n'hésiteront pas à prendre nos camarades pour cible. Donc le Vietnam a gagné et les Philippines vaincront. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci pour cette intervention qui nous montre que la situation aux Philippines est pour le moins ouverte, et que il faut évidemment se documenter sur ce pays puisque nous en savons très peu, ce qui n'est pas un hasard évidemment.
Donc maintenant, je vais passer la parole à la salle. Iba n'est pas là, donc pour le moment, je pense qu'on peut poser des questions sur les Philippines, puisqu'on n'a pas la traductrice pour l'indonésien, mais ça viendra. Hein. Je sais pas, elle est partie quelque part, j'espère qu'elle va revenir tout de suite. Donc, si vous avez des questions sur deux pays qui sont quand même un peu ignorés du public français, parce que l'héritage du colonialisme fait que les Français sont plus au courant de ce qui se passe dans les anciennes colonies françaises. Comme ni l'Indonésie ni les Philippines n'étaient des colonies françaises, nous sommes un peu dans le brouillard pour ces deux pays. Or, le véritable internationalisme, c'est de dépasser les précarés, hein, et donc d'être conscient de ce qui se passe dans les autres pays du monde avec lesquels on a pu avoir moins de relations. Donc je pense que c'est aussi à ce point, de ce point de vue-là qu'il faut poser les questions, d'autant plus que l'Asie reste quand même, ça a été réaffirmé plusieurs fois, un des lieux de tension particulièrement vifs, même si on n'a pas des guerres aussi évidentes qu'au Moyen-Orient ou en Ukraine. Voilà. Donc la parole est à la salle, alors je ne sais pas qui a le micro et qui voudrait éventuellement parler. Voilà. Oui, bonjour, c'est Raymond. Merci pour cette livraison ô combien, je dirais, élevée, enrichissante, et on y apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai deux petites questions basiques. D'abord, la nouvelle de la CPI avec Duterte. C'est une première question. La deuxième, c'est concernant le cyclone. Quand on connaît un peu la situation géographique des Philippines, c'est un pays où, on va dire en gros, presque tous les trimestres, il y a des cyclones qui ravagent beaucoup de constructions. Est-ce que ce n'est pas appelé un peu quand même en tout cas, est-ce que ce n'est pas inquiétant au point de vue quand on connaît aujourd'hui les problèmes écologiques, etc. Voilà, deux questions basiques. Alors, déjà pour la question de la CPI, déjà je vous invite, si vous pouvez, il y a un forum qui va être important à Bruxelles le week-end prochain. Le forum de Bruxelles, le week-end prochain, ouais c'est ça. Voilà. Bon, si des gens n'ont rien à faire le week-end prochain et ont envie d'aller faire un tour à Bruxelles, n'hésitez pas à y aller. C'est un moment qui est essentiel justement pour lutter contre Duterte, puisque c'est, en fait, il va être jugé à ce moment-là. Ça fait longtemps qu'il est en instance, mais voilà. Duterte, il a été réélu là en 2025 à Davao. Donc bon, finalement les présidents du Sud global ont plus tendance effectivement à être accusés et c'est plus facile. On aura rarement de mandat d'arrêt sur Netanyahou par exemple, mais malgré tout, on voit qu'il reste impuni puisque finalement il vient d'être réélu. Alors après, est-ce que ça va finalement être appliqué? Je sais pas. La situation, ça reste à voir, mais malgré tout, il vient d'être réélu. Donc ça veut dire que quand même, il pourrait peut-être avoir une amnistie ou quelque chose. Affaire à suivre. Pour la deuxième question sur effectivement on va dire de manière plus générale les catastrophes naturelles, puisqu'on a des typhons, on a des cyclones, on a même des tremblements de terre, etc. Et puis des périodes de sécheresse et des périodes de concerts d'inondation qui sont impressionnantes aux Philippines. C'est alors à double tranchant, pareil, puisque, c'est toujours dialectique, mais voilà. C'est en même temps un avantage et en même temps un inconvénient pour le mouvement révolutionnaire, puisque le gouvernement ne fait rien et ils vont reconstruire les supermarchés, ça il n'y aura pas de souci. Parfois les routes, mais les routes pour les commerces, pour les camions, etc. Mais ce sera jamais les routes pour le prolétariat, pour les paysans,
les champs ne seront jamais réaménagés, les maisons ne sont jamais réaménagées. Donc le rôle de nos camarades, c'est aussi reconstruire ça, mais également construire simplement, construire des hôpitaux, construire des lieux de production, des centres de production. Et fondamentalement, du coup, c'est un avantage et une aubaine pour nos camarades, puisqu'ils peuvent finalement mettre en évidence l'inaction du gouvernement de manière complète. Enfin, c'est vraiment évident, quoi. Et donc ça, c'est assez avantageux. Mais malgré tout, j'ai l'impression que c'est aussi votre question, elle est assez liée aux enjeux climatiques vraiment actuels. Évidemment que ça va être une question auquel le gouvernement, une fois la victoire acquise, le gouvernement révolutionnaire aura à se poser ces questions-là. Malgré tout, le contexte global autour fait que, dans tous les cas, leur position déjà géographique est particulièrement en proie à des typhons, etc. Mais les autres pays, malheureusement, ne sont pas alignés sur forcément les mêmes idéologies. Donc c'est aussi une question de production globale. Mais évidemment, c'est un enjeu qui est central dans la perspective révolutionnaire philippine, oui, complètement. Oui, William. Alors merci pour ces éclairages, effectivement importants. Alors bon, j'aurai une autre question tout à l'heure pour l'Indonésie quand Iba reviendra. Alors sur les Philippines quand même, tu as eu des mots assez durs vis-à-vis de l'impérialisme chinois. Alors il est certain qu'il y a des conflits territoriaux, notamment sur les îles Spratly, je sais pas si je comprends. Y compris avec le Vietnam, je crois. Moi, il me semble quand même que ces conflits-là sont plutôt des contradictions au sein du peuple. Au sein du Des contradictions au sein du peuple. Pour employer cette célèbre formule. En réalité, voilà, qui serait cohérent à régler entre voisins, mais qui sont globalement dans le même camp, globalement. C'est une erreur de considérer que l'ennemi principal, en réalité, c'est quand même les États-Unis. C'est bien sûr dans l'histoire. Voilà, il y a quelques conflits territoriaux, mais il n'y a pas une volonté de la Chine de conquérir et de prendre le contrôle et la domination des Philippines. On ne se situe quand même pas à ce niveau-là. Voilà, il y a un conflit territorial sur quelques îles à régler, comme il y en a eu dans l'histoire entre les voisins qui sont globalement dans le même temps. C'est fratricide et dommage de ce point de vue-là, réglé par la diplomatie, par le dialogue, parce que fondamentalement, l'ennemi principal, celui qui met des bases partout et des bases militaires partout, pour étouffer toutes les aspirations des peuples, c'est l'impérialisme américain. Ça, on est d'accord. Je resterai quand même assez dur sur l'impérialisme chinois parce que je pense quand même que aujourd'hui c'est, comment dire, le déstabilisateur de cette région, dans le sens où les Américains ils ont déjà leur précaré, donc finalement la Chine vient bouleverser ces équilibres qui ne fonctionnaient pas évidemment, on est d'accord, mais la Chine vient bouleverser ses équilibres et ça met en danger la lutte interne au peuple philippin et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut mettre en exergue, c'est-à-dire que en cas par exemple d'une invasion de Taïwan, les Philippines seraient au premier plan, en fait, au premier rang et d'ailleurs c'est un peu ce que revendique et c'est ce sur quoi joue Marcos Junior, c'est de dire mais finalement moi je n'obéis pas aux Américains, je protège les Philippines si jamais par exemple Taïwan est attaqué. Et c'est une rhétorique qui marche auprès du peuple, mais qui n'est pas réaliste, puisque évidemment les Philippines, on sait très bien que ce seraient les premiers à être bombardés en cas de conflit, en fait, puisque ils sont au cœur fondamentalement de cet avant-poste américain. Donc voilà, plutôt je suis d'accord sur l'aspect déshydraté et tout, mais voilà. Quand même que Taïwan est chinois. Oui, Taïwan est chinois. Et que la Chine aurait presque le droit de s'envahir elle-même. Autre question. D'autres questions, pardon. Parce que bon, évidemment, il y a un débat qui agite
dirais, tout le mouvement communiste international. C'est bon, je pense qu'il y a un consensus dans le mouvement communiste international complet sur la question de l'impérialisme américain. Je pense que personne, aucun communiste n'a d'illusion sur ce que représentent les États-Unis. En revanche, effectivement, pas seulement d'ailleurs la question de la Chine, même la question de la Russie, ou de l'Iran, ou d'autres pays qui sont en conflit avec les États-Unis, est un véritable problème qui divise les communistes. Donc il faut en être d'accord et essayer de mener ce débat le plus intelligemment possible. Et justement là-dessus, les Philippins ont une vision qui est très claire. Pour eux, l'ennemi de l'impérialisme et la source des conflits interimpérialistes et de la logique, la racine de la logique de bloc dans le monde contemporain, dans la géopolitique contemporaine, pour eux c'est clairement la Chine. La Russie et l'Iran sont satellitaires presque, mais c'est clairement la Chine qui est à l'origine de ces bouleversements impérialistes et les Philippines se considèrent comme étant inscrits dans une logique de bloc, c'est-à-dire d'être ralliés au bloc américain contre le bloc chinois et finalement de pouvoir sortir de cet alignement des blocs. On en revient à nous, Oui, et je pense que c'est là-dessus, c'est sur la question de Bandung qu'on pourra trouver je ne sais pas si c'est le mot compromis, mais disons, on pourra trouver sur la question de Bandung une impulsion pour réfléchir, parce que le grand succès de Bandung, ça a été justement la capacité de rassembler des communistes et des non-communistes, donc beaucoup plus large, sur l'idée de non-alignement face à des puissances existantes à l'époque, même si effectivement le mouvement des non-alignés a des effets d'unité différentes circonstances. Je pense que c'est un point essentiel. D'autres questions, donc il va pas venir, mais elle a un petit problème de santé qui la retarde, mais elle arrive. Donc on va aborder la question indonésienne, mais bon, puisqu'on a un camarade des Philippines, poursuivre le débat sur les Philippines ou plus largement sur la question de ce que c'est que l'impérialisme aujourd'hui et qui est impérialiste et qui ne l'est pas et quels pourraient être les critères de définition de l'impérialisme d'aujourd'hui par rapport évidemment aux critères de définition qu'on avait en 1914, 1917 qui ont quand même un peu évolué depuis. Donc je ne sais pas, je lance la discussion sur cette question plus large. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Oui, c'est vrai qu'on a, concernant l'Asie, on a quand même décidé un handicap. C'est-à-dire qu'on est vraiment beaucoup moins armés en France, du moins les communistes français ne font pas exception, pour aborder des questions asiatiques, si on compare par exemple aux questions d'Afrique, de l'Asie occidentale. On a parfois la tendance à croire qu'on n'a pas vraiment de lien. Si je peux vous donner deux trois petites infos, par exemple, le métro de Manille, c'est par exemple la RATP qui s'en occupe. Évidemment, on sait bien que Engie, Total, etc. sont partout. Mais ouais, voilà, la RATP par exemple, c'est elle qui s'occupe du métro de Manille. On voit où il y a un lien très fort en fait. Et effectivement, je disais tout à l'heure, les Philippines ont été vendues littéralement aux États-Unis pour quelques sous. En France, c'est en France que cet accord a eu lieu. Notre histoire, elle est éminemment liée aux Philippines. Et puis de toute façon, la lutte des peuples, c'est une lutte internationaliste. Et je veux dire, je ne vais pas vous rappeler le principe. Et je voulais rappeler aussi une chose, c'est que les Philippines sont dans ce que les Américains ont baptisé l'Indo-Pacifique, mais que la France est très présente dans l'Indo-Pacifique. On en a entendu parler avec les Kanaks récemment, la Polynésie, mais la marine française intervient systématiquement en mer de Chine ou ailleurs. Donc la France n'est absolument pas absente de ce théâtre qu'est l'Asie, sauf qu'on n'en parle pas beaucoup, mais que l'impérialisme français joue aussi ses cartes à la fois dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique, et entre les deux, c'est pas pour rien d'ailleurs que la France garde des îles comme Mayotte, comme les îles Éparses autour de Madagascar. Tout ça fait partie d'un plan général de l'impérialisme.
qui va, j'ai envie de dire, des côtes du Mozambique jusqu'à la Polynésie. Justement sur cette question, c'est une définition qui est particulièrement française, puisque ça va effectivement voilà, des côtes de la voilà, de tous les côtés, tout l'océan Pacifique et l'océan Indien. Et ça, c'est une définition qui est très française. Il me semble que la définition la plus large, c'est la définition qui est néerlandaise, qui est, je crois, vraiment encore plus vaste. L'Indo-Pacifique, c'est une notion qui est assez mal définie, assez mal comprise encore pour l'instant, parce que ça fait à peine 10 ou 15 ans qu'elle existe. On a effectivement, avec nos camarades kanak et réunionnais, on a organisé une conférence en janvier dernier sur cette question. Il me semble qu'il y a des rapports et des vidéos dessus sur notre chaîne YouTube, si ça vous intéresse. Mais c'est une notion qui est en fait au cœur des enjeux impérialistes contemporains. De malheureusement peut-être la prochaine guerre et en tout cas de l'investissement que la France a là-dedans, tous les investissements militaires, etc. qui passent par là, ils ont une raison d'être, c'est en partie celle-ci. C'est réaffirmer la présence de la France là-bas. Et la France a effectivement aussi un lien avec les Philippines par des opérations militaires, des défilés, des machins. La France a, il me semble, ouvert une ou deux bases militaires aux Philippines, ou en tout cas c'est un projet. Enfin, en tout cas, il y a vraiment un lien très fort entre nous et les Philippines, donc on doit absolument pas l'oublier et on doit l'entretenir. Oui, c'est important de montrer que l'impérialisme français non seulement s'occupe de son précaré traditionnel, mais arrive à dépasser les frontières de son précaré tout seul ou avec d'autres. En l'occurrence les États-Unis ou d'autres puissances européennes, Hollande, Allemagne, etc. Alors notre camarade Iba est revenu, je sais qu'il y avait déjà une question sur l'Indonésie, il y en aura même deux, bon, enfin, on va commencer par la première. Voilà. Oui. Oui. Je voudrais poser une question autour donc de l'esprit Bandung. Bon, quand je constate ce que vous avez dit, je me demande ce qu'il en est maintenant de cet esprit, du non-alignement en général, des repositionnements de ceux qui avant avaient fait Bandung, mais qui n'y sont plus, et qui reconfigurent un petit peu les relations internationales d'une autre façon. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet esprit qui demeure, qu'on peut faire renaître quelque part, comme un pôle de résistance aussi, par rapport à la nouvelle reconfiguration de l'impérialisme international? Merci. Dan itu lahir kembali dan masih bisa jawab aja nggak bisa. Bon, selon Yaya, Oui, bon, selon Kawahan Yaya, il a dit maintenant c'est déjà de point de vue dari pemerintah kan? Dari pemerintah. De point de vue du gouvernement, il n'y a plus rien. Et je ne veux pas continuer à faire quelque chose comme ça. Donc je le dis. gouvernement indonésien. Kalau dari rakyat, mereka tidak punya pengetahuan cukup tentang konferensi Asia Afrika. Jadi kerjasamanya dan keberhasilan konferensi Afrika untuk memerdekakan negara-negara di Asia maupun di Afrika setelah konferensi itu sama sekali jarang diketahui atau tidak diketahui oleh anak-anak muda. Le peuple, plutôt les jeunes, ils connaissent presque rien. C'est amnésie qui fait par le gouvernement. On dit c'est amnésie de la Marseille de gauche. Mais c'est devant maintenant. Mais il faut faire du travail pour ça. Parce que je l'ai dit, c'est devant. Ils sont pris que c'est ça, mais ça
Ya. Tetapi banyak anak muda juga sadar bahwa semangat anti kolonialisme dan imperialisme itu masih ada, karena bahwa kesadaran dari kerusakan alam di Indonesia misalnya, seperti gambar di belakang itu, tentang bahwa neokolonialisme seperti yang dulu dikhawatirkan oleh Bung Karno atau dilawan di dalam konferensi Asia Afrika itu sekarang nyata ada, dan alam itu rusak serta sumber daya alam diambil besar-besar oleh Nekole. Oui, parce que la partie interdite, tout ce que Marx-Marxisme est interdit, mais on voit dans la réalité que, par exemple, la nature est détruite complètement, le forêt, tout ça, et donc ils commencent par eux-mêmes, donc ils commencent à voir par eux-mêmes, mais pas beaucoup de théorie. Ils savent anticolonialisme c'est quoi, c'est pas très clair. Anti-impérialisme c'est quoi, c'est pas très clair pour eux. Mais ils voient bien que les effets de cette pratique anticoloniale. Néocolonialisme. Si vous pouvez voir, par exemple, là on a fait le néocolonialisme en Indonésie. Là ils voient très bien ce que veut le néocolonialisme. C'est clair? Oui, tu avais une question. Une question qui va compléter un peu celle-là, évidemment. Parce que c'est vrai que l'Indonésie, c'est assez frappant sur les conséquences de ce que signifie une dictature terroriste, fasciste, féroce, qui a complètement détruit le mouvement ouvrier communiste. Mais aujourd'hui, on voit les luttes diverses sont présentes, elles sont fortes, elles sont, tu l'as dit, extrêmement présentes un peu partout, et à la fois il y a ce retard idéologique de cette prise de conscience. Qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui? Est-ce que l'anticommunisme, plus précisément, au-delà du fait qu'il y ait connaissance de l'anticolonialisme, etc., est-ce que l'anticommunisme reste un argument féroce, fort de la part du gouvernement, que l'anticommunisme est encore très moderne et indécent? Est-ce que c'est un argument vraiment utilisé toujours aujourd'hui par la bourgeoisie pour empêcher une cristallisation dans cette voie-là? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un peu d'espoir? Parce que l'organisation que les révolutionnaires s'organisent, que le peuple s'organise, c'est tout ça, mais on sait qu'en fonction des pays, le climat se libère parfois facilement la chape idéologique. Si elle est très forte sur l'anticommunisme, c'est lié aussi aux évolutions. À un moment donné, on le voit en France, l'anticommunisme aujourd'hui est moins fort qu'il était il y a 30 ans. Au moment, après, je ne sais plus, et aujourd'hui, ça... Voilà. Donc, c'est... Oui. C'est pas fait. Ada harapan ya bisa supaya ada nggak harapan? Bagaimana caranya ini? Nggak tahu caranya. Kegiatan-kegiatannya juga. Ya, diantaranya, tapi nggak terorganisir. Yang sudah kita usahakan misalnya pendidikan atau ada kan Nggak ada. Itu semua partai itu nggak ada. Begitu itu adalah partai. Partai itu semuanya ikut pemerintah dan agen dari DPR. Sur le question est-ce qu'on a d'espoir, est-ce que quelque chose on peut faire? Yaya dit qu'il n'y a rien, on n'a
a essayé, mais rien marche. Et tous les partis maintenant sont pour le gouvernement, PDI ya? Dia tuh mengikut juga sama partai kolaborator le parti de Megawati, parti nasionalis. Parti nationaliste. Maintenant, il suit aussi le gouvernement pour rester en pouvoir, pour leur salaire. Donc, c'est vraiment difficile pour faire des formations, c'est difficile. Oui, alors peut-être il y a encore des questions ou des précisions, malgré la fluidité. Pesimis sekali. Kalau perlawanan sudah turun dari ada. Oui, Kesadaran pour le coup. organisasi. Partai itu nggak ada. Oui, la réponse. Je lui demande pourquoi tu es pessimiste. Oui, je suis très pessimiste. Parce que, oui, je suis très pessimiste parce que pour organiser la lutte, il faut un parti, il faut quelqu'un qui organise sciemment, consciemment. Et là, je suis vraiment pessimiste. On a essayé tout. Ya. Mono. AMO, Mono. revolusi sosial dan AMO. Oui, vous connaissez Amok? Amok, vous connaissez Amok? AMO. Amok, c'est-à-dire les gens ne sont pas organisés, ils font Revolusi sosial tanpa organisasi. oui, c'est ce qu'on peut attendre, c'est une révolution sociale sans organisation. C'est les gens se fâchent, les gens Amok, c'est Amok, vous connaissez? Amok, c'est révolte, mais et c'est très los émeutes, il y a mais parmi même les intellectuels, parce que si on demande est-ce que tu connais qu'est-ce que c'est le plus-value, ils ne connaissent rien, le marxisme. C'est les intellectuels qui disent plein de choses, qui ne connaissent rien sur la théorie marxiste. C'était tout pendant. Mais est-ce qu'on peut lier est-ce qu'on peut lier toute cette situation au coup de massue anticommuniste qui a rendu le peuple indonésien amnésique d'une certaine façon de son passé révolutionnaire? Est-ce qu'on peut lier tout ça au coup de l'anticommunisme? Bisa dihubungkan dengan karena dipukulnya kiri. Ya, tidak ada kontrol. Tidak ada kontrol. Tidak ada keberanian juga untuk melawan. Karena dominasi ekonomi itu sangat sampai ke usaha. Yang menciptakan gap kan. La révolution est très très forte. Les gens ont peur, maintenant c'est moi, mais quand même cette stigmatisation même de génération d'après, deuxième, troisième génération, quand il est en tant que communiste. Mais maintenant ça change. Moi je suis plus optimiste que Yaya. Karena yang terorganisir itu adalah ada lebih dari 10 partai dan semua partai yang ada adalah agen dari para negole, di mana mereka itu juga tergantung kepada hutang dari World Bank dan IMF, dan juga ada negole baru dari Cina. Itu yang kita lihat dan mengancam karena banyak oligarki di sana itu etnis Cina dan itu membuat juga sentimen antara
orang kaya dan miskin itu menjadi makin kuat, dan juga gap kekayaan di antara para elit dan rakyat itu sangat tinggi. Parce que lui, il voit qu'il y a en Indonésie plus ou moins organisé, il y a 10 partis plus ou moins organisés. Mais ces 10 partis sont toujours plus ou moins suivent le gouvernement. À cause de leur intérêt personnel. Et puis il y a aussi les jeux de la part du gouvernement pour miser dans cette partie. Udah, bahwa oligarki itu ada karena mereka itu etnis Cina. Il y a aussi la part de l'ancien oligarchie. Aussi, maintenant, ça reste une nouvelle oligarchie chinoise. Parce qu'il y a beaucoup de Chinois, certains Chinois qui sont devenus vraiment archivistes, qui collaborent avec le gouvernement. Et il y a aussi des Chinois pauvres, mais il y a des Chinois devenus oligarques qui aussi et ça c'est une nouvelle sorte d'oligarchie. Oui, on va bientôt terminer, mais il y a encore une question concernant les Philippines. J'ai une petite question pour Marceau. Bon, j'avoue mon ignorance par rapport à la Chine. Vous êtes ici, à mon avis, vous comprenez très bien l'impérialisme américain, avec ses vassaux, bien sûr, la France, la Grande-Bretagne et la troupe. Bon, je sais bien qu'il y a des problèmes entre la Chine et les Philippines, d'accord. Est-ce que pour moi, ma question, puisque d'après ce que j'ai compris, c'est que vraiment, les Philippins considèrent que vraiment la Chine, c'est au premier plan au niveau de l'impérialisme. Moi, ma question pour vous, est-ce que les Philippines ne se trompent pas à ce niveau? Vous qui connaissez bien, c'est dans ce sens-là ma question. Sinon, moi personnellement, je ne partage pas ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas de soucis. Mais de là à mettre au premier plan, est-ce que c'est-à-dire, dans ma question, c'est ma formulation, c'est de comprendre, est-ce que vraiment les Américains, bien sûr, et ses vassaux, ne se servent pas, par exemple, des Philippines pour justement mettre en exergue que la Chine, c'est vraiment. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Je vais employer un anglicisme, mais c'est un peu, on va dire, un challenger, c'est-à-dire que la Chine n'est pas considérée par les Philippins comme au même plan que les Américains du tout. Je veux dire, les Philippins, ils ont quand même été colonisés par les Américains, pas par les Chinois, évidemment. Donc ils ont quand même un passé colonial qui est un peu différent. Malgré tout, ils sont parfaitement conscients que la Chine a des grands intérêts aux Philippines. Mais que la Chine colonisera jamais les Philippines, ils en sont parfaitement conscients. Simplement, le vent tourne un petit peu en Asie. La Chine est une puissance qui est indéniable aujourd'hui, une puissance militaire, économique, politique, un soft power qui est sans précédent. Maintenant, oui, c'est-à-dire que c'est véritablement la puissance qui aujourd'hui peut bouleverser le contexte géopolitique et peut influencer le contexte géopolitique. Quand je dis que Duterte a fait la cour à la Chine, c'est précisément parce qu'il se rendait bien compte qu'il y avait des intérêts économiques, stratégiques, militaires avec la Chine à partager. Et il s'est aussi bien rendu compte que, bon, malheureusement, les Américains étaient parfois peut-être... en tout cas, il est retourné par la cour des Américains. Mais, et puis aussi parce que les Américains lui ont montré du voulu. Et que s'il voulait rester au pouvoir, il fallait qu'il garde. Mais malgré tout, les Philippines sont, par leur position géographique, complètement conscientes de l'impact et de la source de bouleversement que la Chine peut représenter pour eux. Et c'est pas pour rien, encore une fois, que pareil, Marcos Junior, donc le président actuel, joue sur cette idée de un peu de faire peur au peuple. Alors après on peut dire oui, mais est-ce que finalement le gouvernement communiste lui-même on jouerait pas un peu machin?
Moi je pense pas, et je pense complètement que leur analyse elle est juste, et je pense que voilà, la Chine aujourd'hui, elle n'a pas du tout l'ambition de la libération du peuple philippin. Enfin, à aucun moment les Chinois se battraient pour que le NDFI soit au pouvoir. Il faut être complètement réaliste, ils ne vont pas se battre pour une démocratie populaire aux Philippines, c'est évident que non. Après, voilà, la Chine reste une source de bouleversement et pas un acteur de premier plan. L'acteur de premier plan, c'est évidemment le grand Satan. Voilà. Le grand Satan. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a une demi-question, une demi, parce que là, il faut quand même qu'on termine. Donc, on termine sur la demi-question. La demi-question, la voici. Est-ce que la montée en puissance des BRICS ne serait pas quelque chose qui est un vent d'espoir pour les forces de résistance, vu la décomposition aujourd'hui de l'impérialisme américain et occidental? Merci. Et ben justement, du coup, finalement, ça revient complètement à ce qu'on disait. Et aujourd'hui, les Philippins ne considèrent pas du tout, en effet, que ce soit le cas. C'est pas un nouvel non-alignement, en fait. Quoi. Selon eux, finalement, c'est une logique de bloc, c'est-à-dire que c'est le bloc occidental, impérialiste occidental, des colons, voilà, contre un nouveau bloc, et c'est exactement ce sur quoi joue la Chine, c'est-à-dire de dire oui, mais nous aussi on a été une nation colonisée, nous aussi, et voilà, ils ne vont pas pour autant installer un gouvernement démocratique et populaire. Et en fait, les Philippins, et même si, en fait, les Philippins sont conscients que seul le peuple sauve le peuple, encore une fois, et que finalement, l'aide ne viendra pas d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aider, encore une fois, puisque nous, c'est notre mandat, c'est un comité de soutien. Si l'aide ne vient pas d'ailleurs, on n'a pas de raison d'exister. Malgré tout, seul le peuple sauve le peuple, et il n'y aura que les Philippins pour sauver les Philippins. Il n'y aura que les Philippins pour rendre les Philippines aux Philippins. Et c'est exactement le rôle du gouvernement national démocratique. Et c'est exactement les ambitions. C'est pas de s'appuyer sur les BRICS ou sur des puissances extérieures. Parce que les puissances extérieures, selon les Philippins, sont de toute façon vouées à un moment. Voilà, exactement. Tentang BRICS. Sebetulnya ketika Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan BRICS, kemudian akibatnya adalah ada syarat-syarat khusus soal tarif ekspor ke Amerika, yang kemudian itu memberatkan semua usaha, dan diantaranya kemudian terjadi pada industri tekstil di Indonesia karena rata-rata itu diekspor ke Amerika. Dan pada saat industri tekstil kena sistem tarif yang diterapkan oleh Trump, itu terjadi pemecatan lebih dari 50.000 bahkan 200.000 buruh di sekitar Jakarta, di Solo, dan di daerah Jawa Timur. Tout de suite, les Américains ont compris leur mesure. C'est-à-dire, c'est à propos de tarifs de douane. Et ça donne une très grande influence sur l'industrie du textile en Indonésie. Depuis tout de suite, il y avait 5 000 ouvriers étaient licenciés. Et aussi, après, c'est 200 000 ouvriers qui étaient licenciés à cause des tarifs qui sont augmentés. Lebih dari 200.000 buruh, yang terakhir itu ada 10.000 di Solo. Itu pabrik tekstil untuk tentara Jerman dan tentara Prancis. Par exemple, parmi ces 200 000 ouvriers qui étaient licenciés, il y avait 10 000 ouvriers de Solo qui avaient produit des affaires textiles pour l'armée américaine et française.
dari BRICS juga Indonesia mendapatkan sanksi kemudian bahwa Amerika mengancam akan merebut Papua, dan dari situ sudah ditempatkan 25.000 pasukan tentara Amerika di Papua New Guinea, dan karena itu Indonesia membeli 40 Sukhoi terbaru dari Rusia, dan juga mempersiapkan satu bomber dari Cina di Papua. Indonesia membangun pangkalan militer baru di Biak. Par exemple, parce que l'Indonésie est entrée dans le BRIC, les États-Unis ont menacé qu'ils vont occuper la Papouasie. Et du coup, l'Indonésie s'est préparée aussi pour la guerre. Il a acheté 40 avions Sukhoi de la Russie, et puis un bombardeur, de la Chine. Du coup, l'Indonésie a créé une base militaire à Biak. Biak. Dan bahwa kemudian diantaranya dari ancaman Amerika, Inggris, dan Australia untuk merebut Papua, karena di sana itu ada Freeport dan juga ada British Petroleum dan tanah jarang, dan di situ kemudian Prabowo membeli senjata juga dari Prancis yang terakhir. Prabowo a acheté les avions Rafale en France parce que les Américains, les Britanniques ont vraiment tiennent beaucoup à Papouasie parce qu'il y a il y a Freeport qui est en Papouasie. Dan British Petroleum. Il y a le British Petroleum de l'huile. Et donc, pour équilibrer, l'Indonésie achète le Rafale en France et a envoyé 400 personnes utilisées le 14 juillet. Bon ben on va peut-être s'arrêter là. La demi-question ayant ouvert la voie à une toute autre question, et donc là c'est un sujet 3 heures encore, donc on ne débattra pas ça maintenant, on verra plus tard. Donc on s'arrête là. Bon, le fait que le sujet ait été prolongé montre qu'il y a beaucoup de questions à voir, que l'impérialisme est toujours là et qu'on l'a pas encore vaincu. Donc allons au combat et puis on verra.